l'arrivée d'Israël et qui va nous donner une idée de ce qui se passe en Israël et plus spécifiquement ce qui se passe dans le kibbutz d'Israël. Les kibbutz étant une forme de vie en communauté très particulière à la vie des Israéliens. Je l'ai invitée ce soir pour qu'elle puisse nous éclairer sur certains points et sur certaines questions que nous posons chacun de nous. Bienvenue au programme franco-américain. Merci. Karine, je sais qu'en ce moment justement tu prépares un cours pour la fin septembre, je crois, pour des élèves pour un cours spécial, et justement je crois que c'est à propos des kibbutz. Je crois qu'une des premières questions qui m'est venue à l'idée, c'est est-ce que tu peux nous décrire la vie des kibbutz? Alors, la vie des kibbutz est en communauté. Tout est partagé. Il y a une grande salle à manger pour les repas. Les repas, c'est-à-dire pour combien de personnes à peu près? 600 personnes. Ah, d'accord. Il y a des kibbutz petits qui commencent à partir de 40 personnes et plus ils sont vieux, plus ils s'agrandissent. Donc les kibbutz qui ont déjà 40 ans, ils ont 600 personnes et plus même. Il y a des kibbutz de 1000 personnes. D'accord. Et le tien le mien était de 600 personnes et tout est mis au service de chacun, mais rien n'appartient à quelqu'un en particulier. À part vos propres affaires, les habits, nos habits et les maisons. Et un bijou par exemple. Oui, non, ça c'est... Les habits personnels. Ouais. Est-ce que... donc il n'y a pas de loyer à payer, n'est-ce pas? Non, chacun a sa maison et c'est le kibbutz. Il y a un secrétariat et c'est le secrétariat qui s'occupe de tous les problèmes financiers, qui paye toutes les charges qu'il faut payer, l'eau, l'électricité, le gaz, tout ça. Et donc, c'est payé par le secrétariat. Ok, et donc est-ce que justement ces charges financières viennent de donations ou bien des produits du kibbutz? C'est-à-dire vous avez quand même, vous produisez quelque chose? Ah oui, le kibbutz, dans mon kibbutz, il y avait une usine de plastique. Oui. Donc c'est une des 3 usines de plastique du monde qui est... Enfin, c'est dans ce kibbutz qu'elle est. Et le kibbutz produit aussi du coton. Et en général, les kibbutzim en Israël, ils produisent beaucoup de la production agricole de l'État d'Israël et c'est pour l'exportation. Ah d'accord. C'est sur ça qu'ils vivent en général. Et le kibbutz où tu étais, c'était de la production de quoi? Du coton et du maïs et des raisins. C'était surtout pour le pays, pas ouais. C'est aussi pour l'exportation? Non, mais en fin de compte, tous les kibbutz réunissent leurs récoltes et les exportent. Okay. Comme les avocats par exemple. Les avocats, ok. Et comment est-ce que Israël et plus spécifiquement les kibbutz recrutent ces personnes qui font du volontarisme? Parce que je pense que personne n'est payé. Oui, on est juste payé un petit peu à la fin du mois, pas beaucoup, mais sinon c'est des gens qui viennent d'en dehors d'Israël, qui veulent connaître la vie des kibbutz et qui demandent à l'agence juive de leur faire connaître un kibbutz. Et comme ça, ils sont inscrits dans un kibbutz et ils peuvent venir travailler. Ok, et ces agences juives sont dans une des plus grandes villes du monde à peu près? Oui, sont dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, d'accord. Donc si par exemple je suis moi-même à San Francisco, si je connais des gens qui veulent aller dans un kibbutz, ou bien si quelqu'un qui regarde le programme voudrait aller dans un kibbutz, il faudrait donc qu'il contacte une synagogue ou une communauté juive. Oui. Qui les mettrait en contact avec un centre. Oui, avec l'agence juive. Et en général, quelle est la durée de votre mission? C'est-à-dire quelle est la durée de votre... Ça peut être entre une semaine et les volontaires peuvent venir une semaine, 2 semaines, autant de temps qu'ils veulent. Ah, il n'y a pas de durée précise? Non, ils disent leur durée, ils décident de leur durée. Et celui qui veut vraiment vivre dans un kibbutz, il doit demander à être inscrit en tant que membre du kibbutz. C'est le kibbutz l'accepte. Et ça, c'est une durée au moins d'1 an? Oui. D'accord. Et pour finir, je voudrais te demander, d'après toi, quel est le but de cette vie en communauté, de cette formation de kibbutz qui n'existe pas dans tous les pays du monde? Quel est le but? Le but est de faire comprendre, de faire en sorte que l'homme puisse vivre socialement. Et
faire en sorte de ne pas avoir de propriété privée, de ne pas avoir le souci de l'argent, à l'homme les soucis de la vie quotidienne, de faire en sorte que la vie devienne facile. Et en hébreu, kibbutz, ça vient du mot gvutza et ça veut dire groupe. Donc le nom même du kibbutz, ça veut dire la vie en communauté. Ah, d'accord, d'ailleurs c'est bien qu'il nous explique le mot social. L'explication du mot kibbutz. C'est un mot, je pense, évident. Oui. Bon, ben, merci beaucoup d'être venu. Je suis sûre que ça fera plaisir aux gens qui se posent des questions. Bonsoir. Aujourd'hui, il y a Karine Guetta qui est avec nous, Pauline Guetta qui est avec nous. Et c'est une nouvelle bachelière dans la section B, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. J'ai passé cette année mon bac économique en France. Et je vais vous parler comment se passent les épreuves en France. Oui, de toute façon, est-ce que tout d'abord tu peux nous décrire les différentes catégories de bac? C'est-à-dire, je crois que ça commence par la lettre A, B, C, D. Voilà, c'est ça. Alors, le bac A, c'est le bac littéraire. C'est les littéraires, c'est ceux qui ont 8 heures de philo par semaine. Le bac B, c'est sciences éco. C'est ce que tu as passé. Voilà. Le bac C, c'est les maths, c'est les scientifiques. Le bac D aussi, c'est les scientifiques, mais moins de maths et plus de biologie. Le bac E, c'est plus technique, et F et G aussi, c'est technique. G, c'est comptabilité, commerce et secrétariat. Oui. Et voilà, et ça se passe aussi dans un lycée, secrétariat et comptabilité? Ah oui, oui, c'est dans un lycée. D'accord. Est-ce que tu peux tout d'abord commencer par nous décrire les épreuves du bac à l'écrit, c'est-à-dire à la fin de la première? Alors, à la fin de la première, on passe juste le français. Alors, à l'écrit, il y a 3 sujets, ou un résumé de discussion, où c'est un texte, on doit le résumer. Ensuite, on doit prendre une phrase qui est intéressante du texte, et la discuter, et aussi une partie vocabulaire, on doit expliquer des mots. Oui. Il y a aussi, le deuxième sujet, c'est le commentaire composé. À partir d'un poème, on doit faire un commentaire composé, c'est-à-dire expliquer le poème par thème. Et il y a la dissertation qui est c'est l'épreuve la plus difficile parce qu'on doit avoir beaucoup de culture et on doit avoir beaucoup lu et beaucoup... Voilà, c'est ça. Alors c'est d'après tes connaissances personnelles que tu peux montrer si tu es au niveau. C'est ça. Donc moi j'ai choisi le résumé de discussion et bon, ça s'est bien passé. Oui. Et ensuite il y a l'épreuve orale où l'on présente des poèmes ou des textes. Et la prof vous interroge sur un de ces textes. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est juste une matière qu'on passe en première. Oui. Et ensuite toutes les autres matières on les passe en terminale. Et il y a des matières à l'écrit et à l'oral, mais en général c'est tous à l'écrit. Par exemple, moi j'ai passé l'anglais à l'écrit parce que j'avais l'anglais en première langue. J'ai passé l'histoire géo et les sciences. Et tu trouvais que ça c'était au niveau de ce que tu avais appris pendant l'année? Ah oui, c'était. Vous avez bien suivi le programme? Oui. Ok. Quand je suis arrivée en France, j'ai vu qu'il y avait un très haut pourcentage d'échecs, c'est-à-dire 52%. D'après toi, quelle est la raison? Étant donné que tu dis qu'à l'école vous apprenez tout au niveau, quelle est la raison de cet immense, plutôt de ce très haut pourcentage d'échecs? Je pense que c'est la faute un peu des élèves, c'est-à-dire que les profs sont tenus de faire le programme, il y a aussi des profs qui sont difficiles, mais c'est surtout les élèves qui doivent travailler et s'ils ont aussi accumulé des lacunes dans les autres années, c'est normal qu'ils ne peuvent pas réussir, quoi. C'est un peu de tout, il y a plusieurs facteurs. Donc même. Ça n'a rien à voir avec l'école qui prépare pas bien les élèves. Bon, peut-être il y a des écoles qui sont plus de moins bon niveau, parce qu'à Paris, c'est des écoles de meilleur niveau, mais en général, les lycées publics doivent être égaux en France. Donc c'est plutôt un système socialiste. Plutôt. Ok. Avant de passer à d'autres informations concernant les épreuves du bac, je vais parler peut-être un petit peu de toi, c'est-à-dire en tant qu'étudiante au dernier moment, c'est-à-dire à la réussite de ton bac, tu as décidé de changer de section, plus ou moins, étant donné que maintenant tu voudrais passer dans une section scientifique. Est-ce que tu penses que la France devrait créer peut-être un cours de préparation pour des étudiants dans ton cas qui changent d'avis et qui voudraient aller dans une section scientifique après
après le bac. Oui, de toute façon, ces cours-là sont déjà prévus, seulement ils sont payants. Donc c'est pour ça que c'est difficile de se remettre au niveau. Mais ils existent déjà, mais s'ils existaient gratuits, c'est ça qui serait meilleur. Ah, d'accord, donc pour l'instant, c'est ceux qui ont peut-être les moyens, qui ont accès plus tard aux écoles de médecine ou bien ont plus de chances de réussir à la première année. Oui, c'est-à-dire que c'est à partir de la seconde qu'on doit choisir, comme je vous ai dit, la section qu'on doit prendre. Oui. Et bon, moi, j'aurais dû passer, mais bon... Non, c'est-à-dire pour l'instant, ce qui est fait est fait, mais si tu veux changer de section, aux États-Unis, vous avez une année de préparation à la section qui vous intéresse. Ouais. Donc cette année n'existe pas pour l'instant. Non, elle existe, mais elle est payante. Et de toute façon, par exemple, pour moi, j'étais toujours boursière. Pour faire mes années en fac, je vais avoir la bourse, il n'y a pas de problème. Mais c'est la mise à niveau qui est payante. D'accord. Ok, on va finir très rapidement, étant donné qu'on n'a pas tellement de temps, sur les autres matières du bac, c'est-à-dire les langues, les maths et la section littéraire. Alors, les langues, c'est. Par exemple, moi j'ai l'anglais, c'est 3 heures à l'écrit. On a un texte, il y a une partie grammaire, une partie compréhension, une partie dissertation. Les maths, il y a un problème et 2 exercices. L'histoire géo, c'est 3 sujets en histoire, 3 sujets en géographie, c'est des dissertations aussi 3 heures. Oui, 2 heures histoire, 2 heures géographie. D'accord. Ça intéressera sûrement tous les élèves qui passeront le bac. Sciences économiques, c'est 4 heures. C'est 2 sujets au choix à partir de documents qu'ils nous donnent. Oui. Sur des sujets d'actualité en général. Et c'est tout. Autrement, il y a la deuxième langue qu'on passe à l'oral. C'est-à-dire que nous avons une liste de tout texte et on nous interroge sur un texte. Ok, et est-ce que les sujets que tu as eu cette année, par exemple au bac, ont été vraiment bien étudiés pendant l'année? En économie, en économie, on avait vu un petit peu, mais c'était pas tout à fait ça. Donc, parce que mon prof n'était pas compétent, disons que on a eu des problèmes parce que mon prof a déménagé, on a eu un remplaçant qui venait de commencer, qui nous a super bien préparé. Donc, non seulement tu n'es pas bien préparé, mais tu as quand même pu passer. Ouais. Surtout que, du point de vue coefficient, je crois que c'est la matière de la section qui a le plus fort. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas comme aux États-Unis où toutes les matières ont le même coefficient. Non. Donc, peux-tu me décrire très rapidement les différents coefficients si tu te rappelles? Bon, mais moi, je sais que le bac B, c'est le bac le plus équilibré, c'est-à-dire que l'économie, c'est coefficient 4, ouais. Parce que toutes les autres matières, c'est coefficient 3, donc elles sont toutes au même niveau. À part les maths ou les langues, c'est pareil. Ah, d'accord. À part l'économie. Par contre, en C, les maths, c'est coefficient 5, la physique, coefficient 4, et les langues et l'histoire géo, c'est coefficient 2. Donc, s'ils ne réussissent pas les matières scientifiques, ils sont presque sûrs de rater leur bac, à moins d'avoir de très très bonnes notes en matière littéraire. Et en A aussi, en philosophie, ma soeur a passé un bac philo, coefficient 5 philo, donc c'est très... les matières principales sont très importantes. Okay. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Ça intéressera sûrement tous les lycées franco-américains de San Francisco. Et surtout, félicitations à la réussite du bac. Merci beaucoup pour l'interview. C'était Pauline Guetta, bachelière à Paris. Merci beaucoup.